Moins de phyto, moins de glypho, des agriculteurs se lancent le défi de bannir ces produits dans leurs exploitations le plus rapidement possible avec la plateforme 30 000 défis à venir. 100% écologique, la nouvelle patinoire des Brûleurs de Loups, mais un peu petite pour une rencontre de Ligue Magnus. Ce rectangle en kit de 48 mètres carrés est en plastique, peinturé d'un lubrifiant. Puis à la fin de ce JT, on parlera neige avec le bilan des avalanches de l'Annena. Cette saison, les chiffres ne sont pas bons. Avant d'aller faire un tour de VTT depuis le sommet des Deux Alpes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 juin 2021, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Débranchez les guitares, moi je baisse le son. À une semaine de la fête de la musique, la ville de Grenoble annonce dans un communiqué qu'elle n'organisera pas l'événement cette année, compte tenu du protocole sanitaire communiqué par le ministère de la Culture. Pas de scène publique, donc seule susceptible d'être autorisée, avec un public assis et le respect du protocole sanitaire, sachant que les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas autorisés s'ils sont susceptibles d'engendrer des regroupements sur la voie publique. Le couvre-feu à 23h doit être levé le 30 juin. Ce sera aussi la fin de la limite de jauge et peut-être même du port du masque à l'extérieur. À Visil, la fête de la musique a été reportée au 10 juillet. Pas de salon de l'agriculture cette année, mais on se consolera avec les journées de l'agriculture les 18, 19 et 20 juin. L'occasion de vous proposer toute la semaine des initiatives qui visent à rendre l'agriculture plus innovante et plus verte. Exemple avec 30 000 défis à venir, une plateforme pour présenter les techniques agronomiques mises en place dans la région. Lilian Veillé. Réduire les doses de produits phytosanitaires, désherber de manière mécanique ou apprendre à connaître la vie biologique de son sol, les solutions existent et elles commencent à être connues. David propose par exemple de passer d'un désherbage chimique à un désherbage mécanique avec une roto-hersétrie pour enlever les mauvaises herbes. Tout l'enjeu, il est de réussir à trouver un moment pour passer où la culture qui est en place est plus développée que les adventices et de trouver la finesse de réglage qui permet d'être suffisamment agressif pour enlever les adventices sans faire de dégâts sur la culture elle-même. D'autres techniques comme les cultures étouffantes ou les couverts végétaux sont aussi efficaces. Ces méthodes ont fait diminuer les indicateurs de fréquence de traitement phytosanitaire, les IFT, de 27% dans les fermes défis. Des fermes à l'honneur à la Verpierre pour repenser l'agriculture, réduire les pesticides et rester performants économiquement. C'est un dispositif national qui regroupe 3000 fermes au niveau France. Et donc ces fermes sont animées par ce qu'on appelle un ingénieur réseau. C'est à peu près une dizaine de fermes par groupe. Et donc cet ingénieur réseau accompagne les agriculteurs dans leur réduction de phyto. La région compte aujourd'hui 82 fermes défis et 218 fermes du groupe 30 000. Pour faire passer de 3 000 à 30 000 ce genre de fermes engagées dans la transition agroécologique. Cette réunion avait lieu sur les terres d'Hervé et de Serge Bouvier, engagés depuis 4 ans dans les groupes défis. Ils ont notamment investi 50 000 € dans du matériel pour limiter leur utilisation de produits chimiques. Et ils se servent aussi d'autres leviers pour moins polluer les sols. Une plante qui n'est pas stressée, qui n'a pas trop chaud, dont l'atmosphère n'est pas trop sèche, va mieux absorber les produits qu'on va épandre. Donc le but, c'est de faire des traitements que quand les conditions sont optimales. D'autres leviers plus agronomiques avec comment gérer le sol, les couverts végétaux, les intercultures, éventuellement les réductions de doses d'engrais ou d'autres voies que les engrais chimiques. Cette journée s'inscrit dans la démarche nationale Écophyto qui veut relever un vrai défi. Réduire les produits phytopharmaceutiques de 50% d'ici 2025 et favoriser la sortie du glyphosate d'ici 2022. Potager ou jardin d'ornement, si vous avez la main verte ou que vous souhaitez vous y mettre, la ville de Grenoble se dessaisit de ses plants de fleurs, légumes et aromatiques en surnombre et organise une grande vente dans son centre horticole mercredi de 15 à 18h. Les godets seront proposés à partir de 50 centimes d'euros et comme son nom ne l'indique pas, le centre horticole de la ville de Grenoble est situé 34 rue des Taillés à Saint-Martin-d'Air. Bis repetita, si tous les électeurs sont appelés à aller voter les 20 et 27 juin pour les élections départementales et régionales, ceux de Vif devront ressortir leur carte d'électeur les 5 et 12 septembre. Ce sont les dates qui viennent d'être annoncées par la préfecture de l'Isère pour choisir un nouveau maire. L'élection de Guy Genet en 2020 ayant été invalidée par le Conseil d'État sur un recours de la liste concurrente, celle de Karine Morino, qui n'avait été dépassée que de 3 voix au second tour. En attendant les nouvelles élections, le préfet a constitué une nouvelle délégation pour remplir les fonctions du conseil municipal qui sera installée demain mardi.
Après la campagne et la glace, les brûleurs de loups refont quelques heures de glace pour préparer la saison et quelques minutes de fausse glace aussi. Le temps de présenter l'équipement qui va permettre au hockey de se déplacer et de frapper à la porte des Isérois pour se faire connaître et tester la pratique. Alors demain, tous hockeyeurs, la réponse avec Laurine Guignard. Glisser, patiner, voltiger. Désormais, plus besoin d'aller à la patinoire, c'est elle qui vient à vous. Grâce au fonds de dotation des brûleurs de loups, 48 mètres carrés de glace synthétique vont voyager dans les rues de Grenoble pour faire découvrir le hockey aux plus curieux. L'idée vient toujours d'une même problématique, hein, c'est comment on fait pour véhiculer notre sport. Et nous, notre problème, c'est la glace. Donc à un moment donné, on a trouvé, on est parti sur la synthétique. Le but, c'est vraiment en priorité pour les enfants. Nous, on veut toucher les enfants qui sont dans le besoin, des enfants qui n'ont pas la chance d'aller à la patinoire Pôle Sud. L'idée, c'est de se déplacer, donc vraiment dans les quartiers. Ça peut être dans des cours de récréation, ça peut être au plein milieu d'un quartier, ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans un gymnase. Vraiment, on s'adapte de partout. Comme un barbe à papa, cette patinoire peut changer de forme ou même s'agrandir si son succès la dépassait. Mais les plus excités par ce projet, ce sont les brûleurs de loups qui ont déjà réfléchi à des activités pour faire découvrir leur sport au grand public. L'idée du club, elle est superbe, je trouve. Après, pour nous, c'est vrai qu'il n'y a pas la même surface, donc c'est dur de se projeter dans la même application de nos entraînements, par exemple, ou des matchs. Mais je pense que ça peut être sympa, un événement à l'image d'un Winter Classic, un Summer Classic, je sais pas, ou quelque chose dans le genre. Et cette patinoire coûte bien moins cher qu'une vraie, surtout pour l'entretien. Alors dans le monde du hockey, la glace synthétique pourrait sûrement servir de plus en plus. Il y a des clubs, en Magnus notamment, qui ont des réflexions sur ce type de surface pour gagner de l'entraînement. Donc il y a des réflexions aujourd'hui et je pense que c'est aussi l'idée, c'est que ça donne des idées même aux collectivités. Aujourd'hui, on voit des stades de foot de partout, on voit des stades de basket de partout, mais le patinoire non, et ça pourrait répondre aussi à la démocratisation du hockey sur glace en France. En attendant, il est temps d'enfiler les patins, car patiner en plein été, c'est quand même le pied. Les brûleurs de loups qui pourront toujours compter sur Sacha Trail la saison prochaine. Actuellement en stage avec l'équipe de France en attendant les JO en février 2022, le Grenoblois pur souche de 33 ans a enregistré 10 buts et 13 passes décisives en 22 matchs cette saison, faisant de lui le deuxième meilleur buteur des BDL. Une nouvelle saison de suspense commence au GF38. Toujours pas d'infos concernant un éventuel départ du coach Philippe Inchberger qui aurait manifesté sa volonté de partir avant la fin de son contrat prévu pour 2022. Le dernier délai de vendredi n'était donc pas tout à fait le dernier. Quoi qu'il en soit, le malaise serait bien installé entre le coach lorrain et le club grenoblois et le départ imminent reste à savoir dans quelles conditions, notamment financières. La bonne nouvelle au GF38, c'est la prolongation de Florian Michel. Le milieu de terrain était déjà engagé jusqu'en 2022, mais a décidé de renforcer ses liens avec Grenoble jusqu'en 2024. Arrivé dans la capitale des Alpes en 2019, le joueur de 29 ans devait au départ jouer dans l'équipe réserve, mais ses qualités de polyvalence l'ont logiquement et rapidement mené dans l'équipe 1. Florian Michel a disputé 26 matchs avec le GF38 la saison passée. Et prolongation également jusqu'en 2025 de Jules Sylvestre Braque. Alors que la neige blanchit encore les sommets les plus hauts en Isère, on fait le point sur la saison des accidents d'avalanche avec vous, Frédéric Jarry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur à l'ANENA, l'Association d'études de la neige et des avalanches, responsable de la base nationale des accidents d'avalanche et conseiller technique pour la formation du grand public. Alors chaque année, l'ANENA dresse un premier bilan fin mai, début juin. Combien y a-t-il eu d'accidents cet hiver? Alors cette année, on compte 40 décès en fait, par avalanche et 30 accidents d'avalanche mortels. Ce sont des chiffres très importants. Ce sont des chiffres au-delà de la moyenne. En moyenne, chaque année, on compte plutôt une trentaine de décès. Voilà, donc cette année, 40, on est plus 10, c'est quand même important. Est-ce que c'est la même chose dans d'autres pays européens? Alors on a constaté la même chose en Suisse et en Italie, où effectivement, ils sont aussi au-delà des moyennes annuelles. Et ça correspond... Suisse et Italie, c'est un peu nos repères. On a à peu près tout le temps les mêmes évolutions qu'eux. Alors on va essayer de voir un petit peu dans les quelques minutes que nous avons. Pourquoi est-ce que la fermeture des remontées mécaniques a joué un rôle? Alors elle a peut-être joué un rôle, on va dire, un peu psychologique d'une certaine façon. Pour certaines personnes, il y a peut-être des personnes qui se sont fait aussi surprendre à voir des avalanches là où on en voit rarement d'habitude parce que c'est des endroits qui sont très tracés quand la station est ouverte, des secteurs hors piste.
Là, il n'y a pas eu de traçage forcément et potentiellement, on a eu des gens qui se sont fait surprendre à ces endroits-là. Et inversement, beaucoup de nouveaux pratiquants ont pu profiter des pistes qui étaient parfois un petit peu damées, sur lesquelles il y avait peu de risques. Alors oui, on a eu beaucoup de nouveaux pratiquants, mais clairement, il faut bien dire que ce n'est pas eux qui ont été en fait victimes des accidents. C'est plutôt des gens, les victimes d'accidents, c'est plutôt comme d'habitude des gens qui sont plutôt déjà un peu expérimentés dans l'activité, voire très expérimentés. Alors, les conditions nivologiques n'y étaient pas pour rien. Cette année était exceptionnelle à plusieurs points de vue. Alors l'année a été assez exceptionnelle dans le sens où on a eu un hiver qui a été très long en fait. Si on a des bilans qui évoluent d'une année à l'autre, c'est le plus souvent parce qu'on a un hiver qui est plus ou moins accidentogène globalement. L'année dernière, on avait 12 décès avec un petit hiver, on va dire. Et cette année, 40 décès avec un hiver qui a duré. La première chute de neige ici sur Belledonne, c'était en septembre. Et on a eu un mois de mai qui a été particulièrement accidentogène cette année. Oui, justement, alors il y a eu plusieurs week-ends particulièrement dramatiques. D'abord, fin janvier, début février, l'ANENA estimait qu'on était dans une situation qui ne se reproduisait que tous les 5 ans. Oui, effectivement, fin janvier, on avait déjà beaucoup d'accidents. Et le gros des accidents, finalement, s'est déroulé, on va dire, entre la mi-février et fin janvier. Février a été plutôt calme par rapport à l'habitude, donc ce qui fait que finalement, quand on est arrivé au 23 avril, on avait un bilan qui était plutôt correct. Mais mai, en fait, a complètement changé les choses. Le mois de mai, c'était le plus mortel depuis 10 ans. Oui, largement, en fait. D'habitude, au mois de mai, on compte un seul accident mortel, un seul décès. Et là, cette année, on a eu 16 décès sur le seul mois en quelques jours, quoi. Comment ça s'explique? Parce que vous le disiez, les victimes ne sont pas forcément les personnes qui découvrent le ski de rando. Ce sont des gens qui font du ski de rando depuis longtemps. On a l'impression parfois qu'on se dit non, c'est pas grave. Enfin, tous les voyants sont au rouge. On leur dit de pas y aller. Ils connaissent le terrain. Et ils y vont quand même. C'est souvent parce qu'on connaît le terrain, en fait. C'est un peu comme toutes les pratiques sportives, finalement. Plus vous êtes expérimenté dans une activité, plus vous engagez, en fait. Le problème de l'avalanche, c'est que finalement, si on devait comparer au surf, le surf, si on est expérimenté, on va dans les gros rouleaux, mais on sait que c'est les gros rouleaux. Donc on peut voir à quoi on s'attend. Au niveau de l'avalanche, même quand on est très expérimenté, la moindre erreur de jugement peut faire qu'on va être victime parce que c'est un danger qui est caché d'une certaine façon. Et comment alors faire passer votre message? Alors le message passe quand même d'une certaine façon depuis les nombreuses années où l'ANENA et tous les autres organismes qui font de la prévention passent ces messages. Les messages passent parce que ce dont on se rend compte là, c'est que sur les 10 dernières années, en moyenne, on est quand même en dessous des moyennes annuelles depuis les années 70. Donc il y a eu une légère baisse dans les 10 dernières années du nombre d'accidents et de décès. C'est dû à la fois au fait que les victimes sont de mieux en mieux équipées et elles se font sauver par leurs compagnons. Donc c'est le message, équipez-vous d'un DVA, entraînez-vous, ça fonctionne. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que d'une manière générale, il y a moins de victimes par accident. Et là, c'est plutôt le message, prenez des distances, passez un par un qui passe. Donc ça fonctionne. Est-ce qu'il y a encore des risques en cette période de l'année? Il y a encore beaucoup de neige? Alors, il y a encore beaucoup de neige, ça c'est clair. J'étais encore dans Belledonne ce week-end, il y a beaucoup de neige. Par contre, le redout qu'on a eu a fait que le manteau neigeux s'est relativement bien stabilisé. On a encore des départs naturels de grosses plaques de fond qui peuvent se faire. Mais bon, d'une manière générale, c'est plutôt tranquille maintenant. Merci beaucoup Frédéric Jarry. Je rappelle que vous êtes formateur à l'ANENA. Merci. On va encore parler de neige, vous allez voir. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec un peu de fraîcheur grâce à ces images des Deux Alpes. La station, la première à avoir ouvert son glacier aux skieurs avec un forfait cet été, vient également d'inaugurer une piste de VTT sur neige accessible à tous et pas seulement aux participants de compétition. Au départ de 3200 mètres, la Highway to Heaven offre 600 mètres de dénivelé à pratiquer de préférence entre 8h30 et 10h30. Excellente soirée à tous.